Le 24 janvier 2023, à Duxbury, une petite ville tranquille sur la côte du Massachusetts, aux États-Unis, on est dans un quartier résidentiel très chic, il y a des belles maisons, une ambiance hyper paisible. Et dans l'une de ces maisons vit Lindsay Clancy. Et elle a 32 ans. Lindsay, c'est une infirmière en maternité et en néonatologie, ça veut dire qu'elle s'occupe des nouveau-nés dans l'un des plus grands hôpitaux de Boston. Ses collègues l'adorent, ils la décrivent comme une femme géniale, c'est une mère, et donc ils la décrivent aussi comme une mère extrêmement fusionnelle avec ses enfants, extrêmement dévouée aussi à eux. Donc on a Cora qui a 5 ans, Dawson qui a 3 ans, et Callan, le petit dernier, qui a à peine 8 mois. Mais ce soir-là, du 24 janvier 2023, il y a tout qui va basculer en moins d'une demi-heure. Lindsay, elle va demander à son mari de sortir un instant pour aller chercher un repas à emporter et passer à la pharmacie. Et pendant ce temps qui est très court, Lindsay va aller dans le sous-sol de la maison. Elle va étrangler ses 3 enfants, un par un, avec des bandes de fitness. Et ensuite, elle va se trancher les poignets, se trancher le cou, monter au 2e étage et se jeter par la fenêtre. Les 2 plus grands, donc ces enfants, vont mourir le soir même. Le bébé, lui, va mourir 2 jours plus tard à l'hôpital. Lindsay, elle va survivre à sa chute, mais le choc va lui briser la colonne vertébrale, donc elle reste paralysée à vie à partir de la taille. C'est le mari de Lindsay qui a tout découvert en rentrant, du coup, 25 minutes plus tard. Quand l'affaire éclate, c'est l'incompréhension totale. On se demande comment une femme aussi douce, aussi dévouée, comment une femme en plus dont le métier est littéralement de sauver des nouveau-nés, a pu faire ça. Donc d'un côté, on va parler d'un acte froid, calculé, prémédité, parler de cette mère qui commet un infanticide, qui est extrêmement violente, etc. Bien entendu, quand on pense à la violence des faits. Et de l'autre, on va mettre en lumière quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important et que je ne connaissais pas avant de découvrir cette affaire parce qu'on n'en parle jamais. C'est la psychose postpartum. En colère, en colère, en colère, en colère. Pour comprendre cette histoire, il faut sortir du simple fait divers et décortiquer ce qui se passe dans la tête d'une femme qui souffre de cette maladie. Parce que la psychose postpartum, c'est une maladie. Et surtout, la première chose que je vais faire, c'est de vous dire qu'on ne va pas confondre, et qu'il ne faut pas confondre, la psychose postpartum avec la dépression postpartum. Parce que ça, c'est 2 choses qui n'ont absolument rien à voir. Bon, il y a des traits qui sont similaires, mais là, quand même, on parle de 2 choses bien différentes. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est de se dire que la dépression postpartum, c'est connu quand même depuis... Je trouve que c'est récent. On en parle beaucoup actuellement. Je serais étonnée si quelqu'un n'était pas au courant de ce qu'était la dépression postpartum actuellement, parce que les nouvelles générations ont ouvert vraiment le dialogue à ce sujet. Mais je pense que dans les générations qui nous précèdent, c'était pas forcément quelque chose dont on parlait autant. Moi, je savais qu'il y avait du postpartum, c'est-à-dire, pour moi, c'était simplement l'état d'après-accouchement, de post-accouchement. Mais je ne savais pas que dans énormément de cas, après avoir accouché, on va vivre une dépression qu'on appelle la dépression du postpartum, du post-accouchement. Et c'est pourtant extrêmement important de le savoir, extrêmement important de libérer la parole à ce sujet. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui vont partir du principe qu'à partir du moment où tu accouches, tu es censé être à fond heureuse, parce qu'on en parle des femmes, mais vraiment extrêmement heureuse d'avoir ton bébé, et c'est censé être la lumière de ta vie, la lumière de ta journée, et tout va bien. Une fois que tu as accouché, ton identité en tant que femme disparaît au profit de l'identité de ton enfant. Alors c'est vrai que l'enfant a besoin d'énormément d'attention, d'énormément d'amour, mais c'est vraiment intéressant cette façon dont on a oublié l'identité, la santé de la femme quand elle a un enfant, dès lors qu'elle a cet enfant. Si on remarque, quand une personne va accoucher, directement on va dire « et alors le bébé, nanani, nanana, et comment ça va ?» Et après on parle que du bébé. Où est la femme dans tout ça ? Ça, c'est aussi ce qui va être au centre du sujet de l'épisode, parce que l'affaire de Lindsay Clancy, c'est quand même une affaire mais un échec
au niveau médical. C'est un échec total, ce qui s'est passé. Mais bon, si j'en reviens à mes moutons, on va faire les choses graduellement. Déjà, la détresse après l'accouchement, c'est absolument pas quelque chose de nouveau. Dès l'Antiquité, Hippocrate en parlait déjà. Voilà. Donc vraiment, à chaque fois, on a juste le don d'oublier notre propre histoire. Enfin, nous, on ne l'oublie pas, on l'a fait oublier. Voilà, globalement. C'est ça le but de notre existence, visiblement, je ne sais pas. En 1858, ensuite, le psychiatre français... Quand même, on passe de l'Antiquité à 1858, mais bon. Je reviens à ce que j'étais. Oui, le psychiatre français Louis-Victor Marcé écrivait même le tout premier traité médical sur ce qu'on appelait à l'époque la folie des nouvelles accouchées. Voilà. C'est de la folie, toujours. Là, on parle globalement juste de détresse et potentiellement de dépression. Pas de psychose, hein. Faites attention. Mais on nous traitait de folles, bien entendu. Et pendant des siècles, on a préféré mettre tout ça sous le tapis. Alors que ce mec-là avait fait un traité, on a préféré mettre ça sous le tapis parce qu'il y a ce tabou énorme, comme je l'ai dit, cette injonction sociétale qui veut qu'une naissance doive obligatoirement être le plus beau jour de la vie d'une femme. Alors ça peut être le cas, et je pense que c'est le cas pour une grande majorité des femmes qui voient leur bébé, qui sont émerveillées, qui vont dire que c'est le plus beau jour de leur vie, mais je trouve qu'il y a cette pression à être certain que c'est le plus beau jour de leur vie et à en oublier tout le trauma qu'il peut y avoir autour de l'accouchement. Je veux dire, tu peux avoir un jour extrêmement traumatique et en même temps avoir le plus beau cadeau du monde qui arrive par la suite. Je veux dire, ça n'enlève pas l'amour que tu peux porter à ton bébé de dire que tout ce qui s'est passé était extrêmement traumatisant. Parce que c'est le cas, et on ne va pas faire semblant que ce n'est pas le cas, c'est le cas pour beaucoup de femmes qui ont des accouchements qui vont être quand même traumatisants, qui vont être stressants, qui vont être angoissants, mais elles vont mettre ça sous le tapis et elles vont complètement l'intérioriser parce que comme on n'en parle tellement pas, elles vont pas commencer à dire que « Ah oui, ça m'a quand même un peu gênée ». En fait, on va normaliser le fait de nous-mêmes s'oublier au profit de l'enfant. Et donc, on va d'abord regarder la dépression postpartum. C'est quelque chose, comme j'ai dit, de très fréquent. Ça touche environ 10 à 15% des mères, soit presque une femme sur 7. Et c'est un épuisement, en fait, psychique total. Donc, c'est vraiment une dépression, une tristesse très lourde, beaucoup d'anxiété, un sentiment dévorant de pas être une bonne mère ou d'avoir raté quelque chose, d'avoir perdu ta vie. Enfin, en fait, c'est vraiment la dépression, le non-sens, la tristesse, la lourdeur, une sorte de mélange de merde, hein, si je puis me permettre. Dans la dépression postpartum, il arrive aussi très souvent que la mère éprouve ce qu'on appelle en psychiatrie des pensées intrusives. Donc, ça va être des flashs visuels qui peuvent être horribles et qui sont totalement involontaires. Hein. Donc, on va s'imaginer, par exemple, faire du mal à son bébé ou le faire tomber. Donc par exemple, tu l'as dans tes bras, tu descends les escaliers et tu t'imagines le jeter dans les escaliers. Ou moi, ça m'est arrivé d'avoir un flash et une pensée intrusive comme ça quand je gardais ma nièce. Elle hurlait, c'était la première fois qu'elle était sans ma sœur, donc sa maman. Elle hurlait et j'arrivais pas, au bout d'un moment, passe 1 heure, 2 heures, j'arrive pas à la calmer. Et en fait, il y avait un coussin à côté. Et ma pensée, ça a été, je vais l'étouffer avec le coussin. Et immédiatement, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que... Je suis une meurtrière, et du coup, panique à bord. Et c'est le cas, en fait, pour beaucoup de mamans qui vont se dire, en fait, mais c'est horrible ce que je viens de penser, mais je suis une psychopathe. Surtout que si t'en parles, il y aura potentiellement des femmes qui ont peut-être eu des pensées intrusives, mais qui vont se penser mieux que les autres, ou alors des femmes qui n'en ont pas eu, grâce à Dieu, tant mieux pour elles, et qui vont te juger. Donc forcément, tu vas te dire, putain, il y a un énorme lot de honte, en fait, derrière ça. T'as honte. Comment t'as pu oser penser ça? Comment t'as pu oser penser à faire du mal? Est-ce que ça veut dire que tu vas le faire? Donc, c'est extrêmement stressant. En réalité, quand on parle de dépression postpartum et qu'on a, dans la majorité des cas, des flashs avec des pensées intrusives comme ça vient justement d'un stress de faire du mal à ton bébé, un stress de faire du mal à quelqu'un que tu aimes. Et donc... Et la mère, dans ces situations-là, en réalité, ne perd jamais le contact avec la réalité. En fait, ces pensées
vont la terrifier. Elles vont être extrêmement flippées. Elles vont avoir vraiment beaucoup d'angoisse autour de ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle un état égo-dystonique. Mais du coup, c'est justement ça qui va faire qu'elles vont redoubler de précautions pour éviter que ça arrive. En fait, t'as tellement d'amour et tellement peur que quelque chose arrive que tu vas tout faire pour que ça n'arrive pas. Mais souvent, en fait, tu vas te cacher, tu vas avoir honte de tout ça. Mais tu vas essayer de redoubler de précautions par la suite, de faire extrêmement attention, d'avoir peur que quelqu'un touche ton enfant. Vite, attention, fais pas de mal, nanana. Quand cette dépression-là, elle est mal prise en charge, va y avoir des dégâts qui peuvent être très lourds. Il y a beaucoup de femmes qui se suicident. C'est une des toutes premières causes de mortalité maternelle au cours de la première année après la naissance. Donc, c'est quand même très important. Après, si c'est bien pris en charge, bien entendu, comme ça touche une majorité de femmes, la dépression postpartum, en majorité, c'est bien pris en charge. Et donc, c'est quelque chose qui se traverse, bien entendu. Maintenant, qu'est-ce que c'est la psychose postpartum ? Là, on part dans une autre dimension. Là, c'est une urgence psychiatrique absolue. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rare. On a entre 1 et 2 cas pour 1000 accouchements, soit environ 0,1 à 0,2% des mères. Selon les stats, c'est beaucoup plus rare, d'après ce que je viens de vous dire. Mais en écrivant l'épisode, je me suis dit, comme c'est un sujet dont on parle jamais, la psychose postpartum, il est fortement probable que ces échantillons et ces stats ne soient pas représentatives de la réalité, représentative de la réalité, puisque les femmes ne vont même pas en parler par elles-mêmes, et que les médecins, qui en général, j'en parlerai plus tard, rares sont ceux qui... et je ne sais pas si c'est vraiment de leur faute et pas plus la faute de la société et de la médecine en général, rares sont ceux qui s'y connaissent réellement sur la santé féminine. Il peut y avoir des personnes qui sont spécialisées, gynécologues, je sais pas quoi, et qui travaillent simplement avec des femmes. Mais la médecine est très centrée autour de l'homme. Ce qui veut dire que les médecins eux-mêmes n'ont pas forcément les capacités de s'intéresser en fait déjà à certains symptômes des femmes et n'ont peut-être même pas la capacité de bien les diagnostiquer. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui souffraient en fait de psychose postpartum qui ont dû être diagnostiquées de dépression postpartum et grâce à Dieu, ça n'a pas tourné au massacre parce que quelque chose s'est bien passé, elles ont eu une prise en charge, c'est passé, etc. Et d'ailleurs, c'est que depuis cette affaire-là, il y a beaucoup de femmes en fait que je vois sur les réseaux sociaux qui viennent parler de la psychose postpartum en fait qu'elles ont vécue et que en fait elles savaient même pas que c'était ça, mais de femmes qui vivaient, je vais vous l'expliquer plus tard, mais vraiment des épisodes psychotiques. Donc ça implique des hallucinations, etc., etc. J'en parle justement maintenant. Contrairement à la dépression qui va s'installer peu à peu, la psychose, donc on va avoir des épisodes de psychose. Donc il y a un état de dépression qui peut s'installer et ensuite des épisodes de psychose qui peuvent venir. Un épisode de psychose, ça explose d'un coup. Souvent dans les 2 à 4 semaines après la naissance. Et tu peux avoir des moments où tu as un épisode, ça se calme, ensuite bim, un autre épisode, ensuite bim, un autre épisode, etc. etc. Le cerveau, à ce moment-là, il va complètement décrocher avec la réalité. À la différence de la dépression postpartum. Dépression, je vous ai dit, on ne déconnecte pas de la réalité. On peut être en train d'avoir énormément de tristesse, on peut être en dépression, on peut avoir des pensées intrusives qui nous font peur, mais on n'est pas déconnecté de la réalité. Par déconnexion de la réalité, ce que je veux dire, c'est que là, quand on a une psychose postpartum, la patiente va avoir des hallucinations visuelles et auditives. En fait, si vous y connaissez en psychose, on appelle ça psychose postpartum parce que ça arrive après l'accouchement, mais en soi, c'est une psychose
Voilà, quoi, c'est juste une psychose comme n'importe quelle autre psychose, juste ça arrive après un accouchement. Bref, je dis ça parce que je connaissais un mec qui avait des épisodes psychotiques. Donc, là, tu vas avoir des hallucinations visuelles et auditives, des délires paranoïaques, une pensée qui est totalement désorganisée. Il y a des femmes, j'ai vu beaucoup de témoignages sur ces mêmes hallucinations-là, des femmes qui racontaient qu'elles voyaient le visage de leur entourage fondre devant eux, enfin devant elles. C'est quand même extrêmement angoissant. Donc tu vas voir des trucs, tu peux être complètement déconnecté pendant plusieurs jours, etc. Ensuite ça peut un peu se calmer, ensuite ça peut reprendre et ça peut durer pendant longtemps quand même. Au bout d'un moment c'est censé passer, c'est pas comme une psychose chronique, mais voilà, ça peut durer assez longtemps pour qu'un drame ait lieu. Une mère en crise de psychose, elle a plus aucun discernement. C'est-à-dire qu'elle peut entendre une voix qui va lui donner un ordre direct et être persuadée, je sais pas, par un délire catastrophique que ses enfants vont mourir, qui sont possédés par le diable, qui sont menacés de choses très graves, donc de torture éternelle, et que le seul moyen de les sauver, de sauver leur âme, de leur éviter des douleurs perpétuelles, c'est de les tuer. C'est vite, on termine maintenant. C'est-à-dire, donc, tu vas avoir des hallucinations. Donc on s'imagine Lindsay Clancy, parce que Lindsay Clancy souffrait de psychose postpartum. Voilà, si ce n'était pas déjà clair. On peut imaginer qu'à ce moment-là, elle a eu une hallucination de malade, entendait des voix qui lui ont dit « assassine tes enfants ». Mais bon, ça, je vais vous décrire plus tard ce qui s'est passé au moment des faits, ou en tout cas, ce qu'elle a vécu intérieurement à travers cette psychose. Contrairement à la dépression, la dépression postpartum, ce délire-là, il est égosyntonique. Ça veut dire que, pour elle, ce qu'elle voit et ce qu'elle entend, c'est la réalité. Elle se dit pas qu'elle fait du mal à ses enfants, elle est convaincue d'accomplir un acte pour sauver ses enfants. C'est une maladie, et comme je vous l'ai dit, c'est une urgence psychiatrique absolue. Traiter une psychose postpartum, ça exige une hospitalisation immédiate en secteur fermé, avec des antipsychotiques à forte dose, des stabilisateurs d'humeur et parfois d'autres formes de thérapie qui sont plus lourdes. Donc c'est quelque chose d'extrêmement sérieux en fait. Et pourtant, tellement peu documenté, tellement peu, j'ai envie de dire démocratiser, c'est pas le bon mot. Le but, c'est pas de démocratiser la psychose, mais de libérer la parole autour de ça. C'est-à-dire que je n'avais jamais entendu parler de psychose postpartum. Mais jamais. Justement, si on revient à l'histoire de Lindsay Clancy, on se rend compte déjà que son drame, comme je vous l'ai dit, c'est le résultat d'un naufrage médical quand même sur plusieurs mois. Dites-vous, moi, la première chose que... Je sais pas si je l'ai dit au début de l'épisode. Bon, je me suis un peu perdue, au pire, je me répéterai. La première fois que j'ai entendu parler de cette affaire, vraiment, c'est juste moi qui voyais sur TikTok une vidéo de son mari qui pleurait. Et vraiment, j'étais en mode, mais c'est qui le monstre qu'est cette femme ? Genre, qui est cette femme monstrueuse ? Et puis ensuite, mais plus je me suis mis dans l'affaire, plus je me suis dit, mais mon Dieu, combien de choses je ne sais pas en fait. Genre, c'est-à-dire, je suis toujours épatée. Alors, je sais qu'il y a énormément de choses dans le monde que je ne sais pas, mais là, j'étais en mode, mais mon Dieu, mais genre, la pauvre. C'est-à-dire que personne ne remet en doute, et d'ailleurs, le procès qui a lieu actuellement ne vient pas remettre en doute la responsabilité du crime, en tout cas. Enfin, qui a commis le crime. On sait que Lindsay Clancy, et d'ailleurs elle plaide coupable pour ça, a assassiné sauvagement ses enfants. Ça, c'est pas le but du procès d'essayer de déterminer ça, enfin, c'est sûr à 100%, elle le dit, tout le monde le sait, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est tout ça aurait pu être évité
Cette pauvre femme n'a fait que demander à l'aide à son mari, qui lui, mais oh mon Dieu, mais... Alors, les premières victimes sont les enfants, hein. Parce qu'on sait jamais, il y a toujours des personnes pour écouter mes podcasts et... Heureusement que je poste pas ça sur les réseaux. Enfin, là, je pense que je vais peut-être faire un test, poster cet extrait sur les réseaux. Va y avoir des gens qui n'ont aucune... comment dire ? Il y a des gens qui sont profondément bêtes, à mon sens, et qui n'ont... Je sais pas, je pense qu'il se passe rien dans leur tête. Ils n'arrivent pas à réfléchir, à se poser des questions, à se remettre en question. Je sais pas. Ils vont juste en train de... Et alors, tu penses pas que... Bref. Cette pauvre femme, qui est Lindsay Clancy, quand je me suis portée en fait à donf sur le sujet, alors que j'avais une vision négative d'elle, hein, parce que dites-vous, moi j'avais la vision de c'est qui ce monstre. Elle a fait que demander à l'aide et personne ne l'a écoutée. Personne! Qu'il s'agisse de sa famille, mais bon, limite la famille, voilà, ou le personnel de santé, personne. Et puis son mari, son mari était au courant qu'elle avait des délires psychotiques, parce qu'elle le lui disait. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait pour prévenir, pour appeler à l'aide, pour dire il y a quelque chose qui va pas, Et, les enfants sont pas en sécurité avec moi, éloigne-les. Et le jour où elle lui dit pars, alors qu'il sait pertinemment, il sait pertinemment tout ce qui se passe, et c'est affligeant, mais ce n'est pas lui qui a tué les enfants, hein, mais la responsabilité qu'il a est quand même immense à ce mari-là. Hein. Bref. On va retourner à l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé en fait au fil des mois. Après la naissance du petit Callan, Lindsay, elle a commencé à couler psychologiquement. Elle a développé une anxiété massive. Elle a commencé à développer tous les symptômes d'une dépression. Et ensuite, elle arrivait plus à dormir, elle était angoissée constamment, elle faisait insomnie sur insomnie. Et entre septembre 2022, donc son fils est né en mai 2022, entre septembre 2022 et janvier 2023, elle va tirer la sonnette d'alarme sans arrêt, mais constamment. Elle va noter tout ce qu'elle ressent dans son journal intime. Elle va envoyer mail sur mail à des médecins généralistes, à des psychiatres, à des infirmières, à des spécialistes. Elle va aller aux urgences. Dans ses messages aux médecins, elle écrit noir sur blanc qu'elle a des pensées intrusives atroces qu'elle a jamais eues de sa vie, qu'elle se sent complètement numb, c'est-à-dire qu'elle ressent plus d'émotions, qu'elle est comme déconnectée de son corps, qu'elle sent qu'elle va se tuer et qu'en fait elle en a rien à faire, qu'elle a peur de faire mal aux enfants et que ça l'angoisse. Elle signale même qu'elle a passé 48 heures d'affilée sans dormir une seule seconde et qu'elle n'a ressenti aucune fatigue. Ça d'ailleurs, c'est littéralement le drapeau rouge, c'est le signe avant-coureur du début d'un épisode psychotique ou maniaque, selon n'importe quel psychiatre. C'est le signe de la SOS. Elle a parlé à son mari de tout ça. Donc elle lui a dit j'ai des pensées par rapport aux enfants, j'ai peur de leur faire du mal, j'ai des pensées où je me dis que je vais lui faire du mal. Donc déjà le courage, donc t'en parles à ton mari, et ton mari dit non mais t'inquiète, non mais ça va aller, non mais nanani, non mais nanana. Franchement, c'était terrible. Elle a demandé à son mari de l'interner. Elle a demandé au personnel de santé, elle est allée aux urgences en leur demandant internez-moi dans un hôpital psychiatrique, ça ne va pas. On lui a refusé d'entrer, justement, on lui a refusé ça. Elle avait énormément de pensées suicidaires. Et donc, à 2 reprises, elle a appelé les numéros, les hotlines, les suicide hotlines. Donc, je sais pas, SOS suicide, je sais pas si ça existe, bref.
Et en fait, à chaque fois, on l'a un peu rembarré, quoi. Donc, en fait, ça n'a mené à rien. Vous allez peut-être me dire, mais ça n'a aucun sens. Dites-vous, moi, suite à mon viol, j'ai appelé des hotlines. Pareil, j'ai été rembarrée. Donc, on te répond pas. Ou alors, ah, désolé, machin, genre en mode, il y a trop de personnes qui nous parlent, on n'a pas le temps, nanani, nanana, rappelez-nous plus tard. Ce genre de trucs-là. Donc, vraiment, déjà, pour l'instant, personne n'est là. Et la meuf, elle fait que demander à l'aide. Elle ne dort plus. Et elle montre tous les symptômes qui sont en train de dire il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'a fait le système de santé américain face à ce SOS Eh bien, ce qui s'est passé, en tout cas surtout au niveau des médecins, psychiatres, etc., on a multiplié les ordonnances. C'est-à-dire qu'en seulement 4 mois, les soignants, donc différents psychiatres, etc., vont prescrire à l'INSEE plus de 13 psychotropes différents. Du Zoloft, du Prozac, du Remeron, de l'Ativan, du Clonopine, du Valium, du Trazodone, du Vyvanse, du Seroquel, du Lamictal, etc., etc. C'est... je sais pas si vous y connaissez un petit peu. C'est extrêmement lourd. Tu prends pas... C'est extrêmement lourd. Elle a été highly medicated. Et sauf que être highly medicated, ce n'est pas bon. Je veux dire, normalement, tu as un suivi. C'est moi qui suis sous antidépresseur. J'ai donc l'antidépresseur qui sert de régulateur d'humeur. Et quand j'ai des crises d'angoisse, j'ai mon escitalopram, c'est mon anxiolytique. L'escitalopram, c'est du Xanax. Pour ceux qui connaissent, bon, bref, c'est la même chose. Zoloft, Prozac, Remeron, Ativan, Clonopine, Valium, Trazodone. Mais ça ne va pas. Mais en fait, le problème, c'est que moi, quand je suis sous Xanax, je suis shootée. Tu mélanges des médicaments, c'est extrêmement dangereux. Déjà, en plus de ça, il y a des side effects. Les médicaments ne sont pas forcément compatibles. Et même si elle les a pas pris en même temps, on ne prescrit pas plus de 13 psychotropes en seulement 4 mois. Déjà, pourquoi ? Parce que, par exemple, un antidépresseur, tu mets 1 mois avant d'avoir les effets. Et tu ne peux pas arrêter de prendre un antidépresseur comme ça. Tu ne peux pas. C'est mauvais. Et pour des anxiolytiques, par exemple, donc Xanax, etc., là, il y a une dimension addictive. Donc elle a d'ailleurs aussi dit qu'elle sentait qu'elle devenait accro à un de ses médicaments. Je vous en parlais dans 2 secondes. Donc, là, on parle vraiment déjà d'un truc qui est hyper chaotique, avec des changements de dose continus, des arrêts bruts, alors que, je vous l'ai dit, ça ne se fait absolument jamais. C'est extrêmement dangereux pour la santé. Ça peut être très grave. En fait, c'est comme si demain, tu prends, je sais pas, un truc. En fait, il y a une descente. Il y a une descente extrêmement forte. Il y a un sevrage. C'est comme quelqu'un qui est addict à quelque chose. Il y a un sevrage extrêmement violent. On ne peut pas se sevrer comme ça d'un coup du jour au lendemain quand on prend une dose aussi importante de psychotropes. L'INSEE, elle suppliait même les soignants de faire quelque chose, de changer de changer la manière dont il la prenait en charge, parce qu'elle a expliqué qu'elle se sentait devenir accro à l'Ativan. Et elle disait, ou Ativan, je sais pas comment ça se dit. Donc elle disait, ça va pas du tout, ces médicaments-là, je sens que je deviens accro, il y a un problème, les médicaments, ceux-là, ils me transforment en zombie, je ressens plus rien, j'ai peur, je dors pas, et en fait, je m'en fous, en fait. Donc là, j'ai plus aucune émotion. C'est à ce moment-là où elle a dit à sa psychiatre, I feel like I'm gonna die and I don't even care. Genre, je vais mourir et je m'en fous, en fait. Donc, beaucoup de pensées suicidaires. Et en fait, tu sens qu'en fait, elle est en plein... en fait, elle est passée quand même à un level quand même de dépression qui est grave et qui devient, là on parle d'addiction et d'épisodes qui annoncent quand même des délires à venir. Parce que quelqu'un qui ne dort pas,
quelqu'un qui, en fait, a autant de trucs chimiques qui vont bouger dans son cerveau, c'est très, très, très grave, en fait. Et ces médecins lui répondaient d'attendre. Mais t'inquiète, les pensées intrusives, c'est classique, etc. Je suis une jeune mère, t'inquiète, machin. Alors oui, c'est le cas dans une dépression postpartum. Mais en fait, quand il y a quelqu'un qui continuellement te dit « ça va pas, ça va pas, ça va pas », ça ne va pas, il y a quelque chose qui va pas, c'est grave, là il y a un problème, ça part pas, ça va pas. Au bout d'un moment, il faut se dire, le diagnostic, on n'est pas allé assez loin en fait. Le diagnostic n'est pas bon. La prise en charge, tout du moins, n'est pas bonne. Je veux dire, c'est ton job. Pire encore, la prise en charge médicale, elle va illustrer à quel point la parole des femmes, elle est dévaluée. C'est-à-dire que sa psychiatre, par exemple, ne l'a jamais vue en vrai. Voilà. Toutes les séances se faisaient en visio. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont se dire... j'ai même un ami qui fait ça et j'ai envie de le buter quand il fait ça. Bref, pareil, c'est rendez-vous psychiatre en visio. Mais jamais, mais ça va pas, à part si t'as un souci, une urgence d'un coup, tu peux pas être sur place. Un psychiatre, un psychothérapeute, en fait, pour créer un réel lien, pour avoir vraiment des effets qui durent, être sûr d'une prise en charge. D'autant plus, alors je dis pas, parfois, faire des visios et tout, c'est pas négatif. Mais là, quand on parle de choses aussi importantes, c'est essentiel de se voir en vrai. Parce qu'il y a des choses qu'on n'évalue pas assez bien quand on est à distance. Il y a des choses, quand on entre dans la même pièce que quelqu'un, quand on sent l'énergie de la personne, quand on sent son inquiétude, quand on la voit entre les yeux, quand on lui donne le temps de s'exprimer, il y a quelque chose qui est fondamentalement différent. Donc encore une fois, ça veut pas dire, si là vous me dites que vous allez voir, moi j'ai ma coach que je vois en visio, c'est très bien. J'ai un psy, mon psy que j'adore, que je ne vois plus depuis... j'ai dû arrêter de le voir, celui-là. Ce psy-là, mais il a changé ma vie. Et ce psy, pendant des mois, comme j'étais à l'étranger, il a accepté de me voir à distance, mais dès qu'on pouvait se voir, il fallait ensuite se voir toutes les semaines dans son cabinet, en fait. Parce qu'on sait que la prise en charge, elle n'est pas vraiment 100% efficace quand t'es que à distance. Ça marche pas comme ça, d'autant plus dans ce cas qui est extrêmement dangereux, là, quand même. On parle de choses qui sont très lourdes. Et lors de plusieurs consultations, alors ça, c'est vraiment... J'ai découvert ça en regardant le procès, parce que il se passe là... maintenant en fait, et du coup il y a beaucoup de lives sur TikTok parce qu'il est filmé, etc. Donc je regardais des lives, des extraits du procès, des extraits des interventions des psychiatres, etc. Une psychiatre mais qui mérite de perdre son taf, honnêtement, mais d'une indécence totale, qui, par exemple, elle a écrit dans ses notes un truc où elle écrivait tous les symptômes, nanana, et à un moment elle dit non, j'ai pas écrit ça. Et c'est littéralement ce qu'elle a écrit. En gros, elle a écrit not hyper, virgule, pressured speech. Et du coup, l'avocat dit, du coup, en fait, elle avait un pressured speech. Et la meuf, elle regarde de haut et dit, non, je voulais dire not pressured speech et pas juste pressured speech. Et l'avocat lui dit, ouais, mais c'est parce que vous avez noté. Je m'en fiche de ce que j'ai noté, c'est pas ce que je voulais dire. Ah, parce que ton rapport médical, parce que ça, c'est un rapport médical, t'es en train de dire que ton rapport médical n'est pas exact. Oui, non, si, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je m'en fiche de ce que j'ai écrit. Bah non, en fait, quand tu es psychiatre, en fait, c'est ça ton taf. C'est-à-dire, c'est comme t'es comptable et tu fais mal ton truc. Je m'en fiche d'avoir écrit 3 millions. Dans ma tête, je voulais écrire 3 000. Ouais, bah ça nique le truc, en fait. Donc, est-ce que tu sais faire ton travail ou pas, en fait ? Et cette même meuf-là, il y avait des questions, en tout cas de la part de l'INSEE, demandait vraiment beaucoup d'avis à sa psychiatre, ses médecins, etc. Vraiment, ça se sentait dans tous les allers-retours, toutes les preuves qu'on a. Elle a fait que leur poser des questions, leur demander de l'aide, leur parler de ses symptômes, etc. Et
elle avait une suspicion de bipolarité. Donc elle disait, je pense que je suis bipolaire, ça se trouve je suis bipolaire, ça se trouve il me faut ça se trouve, enfin, genre, je sais pas, tu vois. Et la psychiatre a eu le mari au téléphone, et le mari a dit non, mais elle est pas bipolaire. Et c'est avec le mari que la psychiatre et le mari ont décidé de quelle medication ils allaient donner à Lindsay. Je vous laisse juste sit with that, genre. Le mari qui n'écoutait pas sa femme, qui lui disait depuis des mois, il y a un problème, lui, il était en mode, non, on s'en fout. Non, on s'en fout. Ouais, mais t'inquiète. Bah, je sais pas, va voir le médecin. Juste gère mieux. Voilà. Ce mari incompétent a décidé avec sa psychiatre, et la psychiatre a décidé avec le mari, en l'appelant, sans en parler à Lindsay, sans intérêt pour les symptômes que elle-même décrivait, au lieu d'écouter ce que Lindsay disait, ils ont décidé ensemble de ce qui était le mieux pour elle, et de dire non, en fait on va lui mettre telle dose. Mais t'es complètement à l'ouest. Je veux dire, il y a quelqu'un qui vient te voir pour te dire j'ai ces symptômes, et toi tu vas appeler son mari, et toi t'es le mari, t'es une vieille merde, et tu vas et c'est toi qui va. Mais on se rend compte de la folie du truc quand même. On est en 1950 visiblement. Je ne sais pas. Normalement, si vous avez besoin de savoir comment c'est censé se passer, tu es censé aller voir ton psychiatre, lui faire part de tes angoisses, de tes symptômes, et ton psychiatre est censé t'écouter. Et grâce à ses études de psychiatrie, de médecine, est censé émettre des hypothèses, te diagnostiquer et mettre en place les meilleures solutions pour t'aider. Il n'est pas censé aller ne pas t'écouter et écouter plutôt ce que dit ton mari. Non, t'as une relation de toi à toi. Moi, mon psychiatre, il n'allait pas appeler mes parents pour savoir si ce que je disais, tiens, est-ce que c'est comme ci ou est-ce que c'est comme ça ? Mais jamais de la vie, ça ne se passe pas comme ça en fait. Parce que là, du coup, t'es en train de balayer d'un revers de la main toutes les angoisses, toutes les alarmes que Lindsay avait au moins, quand elle avait des moments de réalité, avait le temps d'essayer de rapporter, quoi. Et là, t'es en train de dire, on s'en bat les couilles. Vraiment. Et quand il y a eu cette hypothèse-là d'un trouble bipolaire, au vu de tous les symptômes, voilà, il a suffi juste que le mari réponde qu'il pensait qu'elle n'était pas bipolaire pour que l'idée soit rejetée et comme ça, jetée à la poubelle. Sans aucun examen. Aucun examen approfondi. Rien. Bravo. Donc là, on a quelque chose qui est typique. L'infantilisation des femmes. Déjà, en général, suffit d'aller voir le médecin. Tu dis que t'as un souci, on va dire oui, mais c'est peut-être les règles, peut-être un petit peu les hormones. Ou alors les hormones, peut-être. Ou alors, peut-être, c'est dans votre tête. Vraiment. On l'a toutes vécu, si on est une meuf, on l'a toutes vécu. Peut-être que les mecs, vous étiez pas au courant. Nous, on le vit. Le c'est dans ta tête et c'est les hormones, c'est globalement, c'est constant. Voilà. À part quand on tombe, bien heureusement, sur... il y en a certains ou certaines justement des praticiennes qui sont réellement efficaces. Moi, j'ai un médecin généraliste qui me suit depuis des années, qui est formidable. Et ensuite, j'ai eu ce psychiatre qui était mon psychiatre et psychothérapeute, qui était incroyable, que je ne vois plus. Je n'ai jamais pu retrouver une prise en charge qui était similaire avec avec une autre personne. Bon, après, il faut aussi un fit avec le psychiatre ou le psychothérapeute ou la psychothérapeute. Là, j'ai découvert une nouvelle dame qui est géniale, et qui a l'air d'être vraiment digne de confiance. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est rare. Et dans beaucoup de cas, on va infantiliser les femmes quand elles vont venir et on va les traiter comme des spectatrices de leur propre maladie. Vraiment, c'est ça. Attends que j'appelle ton mari pour vérifier si c'est vraiment ça. Mais tu te prends pour qui, en fait ? Je comprends pas. Et le mari, mais t'es con, en fait. Je veux dire, en fait, ta part de responsabilité est énorme. Mais énorme. On arrive à début janvier, parce que je m'étale un petit peu. Début janvier 2023.
À ce moment-là, Lindsay, elle est terrifiée par son état. Vraiment. Elle en peut plus, elle a peur de faire du mal autour d'elle. On se rappelle, c'est une femme douce, une mère aimante, fusionnelle, profondément à l'écoute. Il y a d'ailleurs sa nanny qui passe dans le procès, la nourrice des enfants, qui témoigne de ça, qui disait non mais elle était une de ses premières concerns, c'était la sécurité, la santé de ses enfants, etc. La meuf, elle travaille en néonatologie, maternité, donc on sent qu'il y a quand même un lien, tu vois. Elle est terrifiée. Et là, elle dit, en fait, il n'y a pas moyen. Et là, elle insiste et elle réussit à se faire hospitaliser. Elle se fait hospitaliser d'elle-même. C'est elle-même qui insiste pendant 5 jours au McLean Hospital. Bref, hôpital. Donc là, vraiment, elle force. Elle réussit à être hospitalisée. Je dis ouf. Elle ressort 5 jours plus tard avec simplement une étiquette. Non, mais vous êtes en dépression, hein. Et aucun suivi coordonné entre ces différents médecins. Ces différents médecins, psychiatres, etc., médecins, différents praticiens, ne se sont pas transmis son dossier. Je vous laisse encore say with that, genre. Je ne sais pas si vous connaissez bien, encore une fois, le milieu médical. Le dossier, mais bien entendu, en fait, c'est le b.a.-ba. C'est littéralement, c'est le b.a.-ba. C'est comme si tu vas à l'école sans porter ton froc, en fait. Je veux dire, mais il suffit de le mettre. Donc, tu prends en charge quelqu'un qui est en plein état, machin, qui a eu des suivis, mais tu ne demandes pas à avoir son dossier. Alors qu'il suffit, en gros, il y a eu des cliniques différentes qui ont pris en charge, mais il suffit d'appeler la clinique, hein. C'est ton taf, en fait, de faire le suivi et de le lire, le dossier. Parce que dans les cas où il les avait, il lisait pas les dossiers des autres. Il disait, je pense que j'ai assez d'informations par rapport à ce que toi, tu me dis. Ben non, mais en fait, quand il y a quelqu'un qui te dit, j'ai eu ça, tu demandes le dossier. Tu demandes le dossier de ci, de ça, soit les cliniques te les donnent, soit tu les demandes à Lindsay, et Lindsay réussit à te les donner en demandant à la clinique. Mais bon, bref, dans tous les cas, généralement, c'est aux cliniques de le faire. C'est fait pour, en fait. C'est littéralement fait pour. Sinon, le dossier sert à quoi ? Et ça, c'est globalement tout ce qui se passe pour cette femme et les femmes en général, c'est ce qu'on appelle le biais de genre en médecine. Comme je vous l'ai dit, historiquement, la souffrance psychique des femmes, ça a toujours été balayé. J'en ai parlé dans un autre épisode où je parlais de l'hystérie. Hystérie, ça vient du grec hystéra ou hystéria, qui voulait dire utérus. C'est-à-dire qu'on a créé ce mot parce que il y a perpète, on pensait que l'utérus des femmes se baladait dans leur corps. Et que du coup, l'utérus pouvait atteindre le cerveau et du coup altérer le... C'est ridicule. Altérer le fonctionnement du cerveau, quoi. Parce que l'utérus peut se balader dans le corps, vraiment. Et du coup, on a décidé d'appeler ça de l'hystérie. Parce qu'en fait, tu es folle parce que ton utérus... Ça vient de l'utérus. Voilà. Pour vous donner un petit peu la misogynie du terme. Et ça a été le cas avant. Et encore maintenant. Une femme qui aimait une souffrance, mais elle est complètement hystérique. Un énervement. À part si c'est des petites larmes, c'est de l'hystérie. Ou elle était complètement malade. Ou sinon, on va juste balayer le truc de... T'es juste un peu fatiguée. Parce que t'es tellement censée être une femme modèle, une mère modèle, parce que c'est ton rôle, que c'est juste t'es fatiguée, il peut pas y avoir un problème plus grave. Parce que tu es censée accepter la douleur qui vient avec. Mais non, mesdames, si vous êtes des mamans, en fait, ces douleurs-là, vous n'êtes pas censées les vivre seules. Vous n'êtes pas juste des mères fatiguées. Il y a des mères qui sont malades, qui ont des troubles, qui ont vraiment des maladies psychiques qui méritent d'être reconnues, d'être prises en charge. T'es pas juste une maman fatiguée. On attend des mères, en fait, qu'elles encaissent tout sans broncher, sans dire qu'il y a plus.
Parce qu'on est censé réussir à tout faire. Les femmes sont censées réussir à tout accomplir, à tout ressentir. Mettre de côté le traumatisme de leur accouchement et mettre de côté le traumatisme qu'est le postpartum. Mettre de côté la dépression postpartum et dans son cas, mettre de côté la psychose postpartum qui est en train d'arriver graduellement. Et du coup, quand il y a une d'elles qui s'effondre, comme on estime qu'elles doivent tout encaisser sans broncher, la médecine, elle a trop souvent le réflexe, tiens, t'inquiète, on va te médicamenter beaucoup. Il n'y a aucun problème avec le fait d'être médicamenté. Moi, par exemple, je reçois des médicaments comme il faut, mais il y a un examen, il y a un suivi. C'est pas pour étouffer des symptômes. On évalue concrètement la situation. Alors qu'eux n'évaluent pas, et trop souvent, dans trop de cas, on n'évalue pas le réel danger neurologique qu'il y a, et on l'a étouffé avec je sais pas combien de doses de putain de psychotropes, en fait. Résultat, le 24 janvier 2023, tout ce cocktail-là de dépression, d'anxiété, de pensées suicidaires, d'hallucinations, de pensées intrusives, de surmédication, tout ça, ça va atteindre un point de rupture ce jour-là. Donc, à ce moment-là, le 24 janvier 2023, l'INSEE, elle va entendre une voix d'homme dans sa tête. Donc là, c'est le déclenchement de l'épisode psychotique qui aurait pu être, qui aurait pu tellement de fois être évité, mais tellement de fois. Elle entend la voix de cet homme qui lui dit que c'est sa dernière chance. Que, en gros, sa famille est en danger, est en danger, qu'il faut sauver ses enfants, que là, c'est sa dernière chance pour le faire, et qu'elle doit tuer ses enfants, et se tuer elle-même, pour les sauver, pour les protéger. Et elle entend cette voix qui insiste et qui lui dit brutalement, voilà, c'est ta dernière chance, c'est ta dernière chance. Donc là, ça c'est un état de démence, c'est un état de psychose. Donc à ce moment-là, dans cet état-là, elle va emmener ses 3 enfants, Cora, Dawson et Callan, au sous-sol. Et c'est à ce moment-là qu'elle va les assassiner avant de se faire du mal. En effet, comme je vous l'ai dit, elle va se tailler les poignets, se tailler la gorge. Je pense qu'elle a essayé justement de s'égorger. Mais visiblement, voilà. Et elle va monter au 2e étage, sauter et s'écraser sur le sol pour mourir aux côtés de ses enfants. Aujourd'hui, l'affaire, elle est au cœur d'un procès qui est ultra médiatisé devant la Cour suprême, devant la Cour supérieure, du comté de Plymouth, je sais pas. C'est navrant. En fait, cette situation qui est mais dramatique. En fait, c'est d'autant plus dramatique parce que ça aurait tellement pu être évité. Si seulement on l'avait écouté, en fait. Ces 3 enfants seraient en vie. Et elle aurait pas tous les remords qu'elle a actuellement. La famille serait... En fait, déjà, il y aurait des gens en vie, quoi. Il y aurait 3 enfants qui auraient encore une vie. Et cette femme qui... j'imagine... j'ose à peine imaginer la détresse que ça a dû être. L'angoisse que ça doit être. Un épisode aussi violent. J'ai... comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, un garçon que je connaissais qui souffrait de psychose. Je dis souffrait parce qu'il est mort. Voilà, visiblement, c'est... Encore une fois, c'est des choses qui sont mais vraiment très graves, histoire que vous compreniez l'ampleur. Et je me suis moi-même renseignée sur le sujet pour le coup de la schizophrénie. Il y a des personnes qui sont schizophrènes psychotiques. Il y a des choses qui sont quand même similaires. Mais typiquement, ces épisodes-là ce garçon-là que je vivais, de ce que moi j'ai pu entendre,
c'était c'est extrêmement violent. Mais extrêmement angoissant. Mais imaginez une seule seconde d'entendre la voix déjà de quelqu'un, la peur que ça doit être quand on sait jusqu'ici toutes les choses qu'elle a fait pour éviter ce moment-là. Et en fait, la peur que ça doit être, en fait, de ressentir tout ça. Rien que moi, je vis avec des moments de dépression et pas mal d'anxiété souvent. Et en fait, rien que ça, déjà, c'est extrêmement difficile et c'est extrêmement flippant. Mais alors, imaginez cette situation-là. Et bien entendu, là, je pense aussi aux enfants. Ces enfants-là n'ont pas reçu l'aide qu'ils méritaient, n'ont pas reçu l'accompagnement qu'ils méritaient. Lindsay, elle savait qu'elle n'était plus apte à s'occuper d'eux. Mais le père n'a pas offert l'accompagnement parce que s'il avait s'il avait poussé la prise en charge de Lindsay, bah voilà. Si les médecins avaient pris en charge Lindsay, en fait, les enfants, là, on imagine encore plus aussi le manque en fait de care, comment on dit, de soins en fait. C'est-à-dire que tu as laissé, ça c'est la faute des médecins, du mari, du système, etc. Je veux dire que vous avez laissé une femme en détresse profonde se détériorer à travers les semaines et les mois, et vous avez laissé ces enfants-là à la charge de cette femme qui est en panique, en état de détresse absolue, mais c'est pas une vie aussi pour eux. Et la preuve, c'est qu'en plus de ça, ils en sont morts. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant. Donc là, on fait face à une Lindsay Clancy paralysée à vie, donc elle est accusée de plusieurs choses. Elle est accusée de préméditation, et d'autres... je crois qu'il y a 3 chefs d'accusation. Elle a plaidé coupable pour le meurtre, il me semble. Mais pas pour la préméditation ou quoi que ce soit. Il me semble qu'elle a plaidé coupable pour un des chefs d'accusation. Et encore une fois, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est elle qui a commis ce geste-là. La question, c'est vraiment pas de savoir si c'est elle qui l'a commis, parce que tout le monde sait que c'est elle. La vraie question, c'est est-ce qu'elle est pénalement responsable de cet acte-là au moment des faits ? Parce que, donc il y a la procureure qui pense que c'est un crime prémédité. Il y a l'accusation qui dit qu'elle était lucide, organisée, alors que tout prouve que c'est l'inverse. Qu'elle a calculé tout ça, machin. Mais bien entendu, elle l'a pas calculé. Je veux dire, elle est en état de psychose, donc elle entend la voix qui lui dit « T'as 30 minutes pour tuer tes gosses, sinon c'est la merde. » Parce qu'il faut les sauver, et c'est que comme ça que tu peux les sauver, et ensuite tu te tues. Et donc elle a demandé à son mari de partir. C'est ça ce qui s'est passé. Mais à ce moment-là, c'est pas un moment calculé, à un moment où elle est lucide. Elle l'a pas calculé avec lucidité. Et le mec part alors qu'il sait que sa femme, ils vivent ensemble. Il sait qu'elle est en train de devenir, mais complètement déconnectée. Et qu'elle est dangereuse. Et que sa femme lui dit « Ne me laisse pas avec les enfants. Ne me laisse pas seule avec les enfants. » Et lui, il part. En fait, tout le monde a failli dans cette affaire, honnêtement. Pour moi, et pour la défense, en tout cas, là, il y a vraiment le truc de... C'est une crise psychotique qui a pris le dessus, en fait. Et là, quand je dis ça, j'ai l'impression d'essayer déresponsabiliser Lindsay. Non, encore une fois, je dis bien, on sait que c'est elle qui l'a fait. Mais quand on pense à tout ce contexte-là, tous ces mois, tous ces hospitalisations, ces demandes d'hospitalisation, on voit quelqu'un qui a peur.
On voit quelqu'un qui sait que quelque chose de grave va se passer, et on voit un système qui ne réagit pas. Ne réagit absolument pas. Et là, déjà aussi, si le jury déclare coupable Lindsay de meurtre au premier degré, elle sera condamnée à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Perpétuité aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'en France. En France, perpétuité, c'est 20 piges, il me semble, ou 30 ans. Je sais plus, mais ensuite t'as une remise de peine, enfin bref, tu fais 15 ans, quoi. Si on considère qu'elle a une irresponsabilité pénale pour cause de maladie mentale, elle sera pas libre pour autant, dans tous les cas. Elle sera internée à vie dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité sous contrôle judiciaire. Donc, dans tous les cas, Lindsay Clancy, elle va pas être remise en liberté. Mais son affaire, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte de tout ce que ça a soulevé. Toutes les femmes qui désormais parlent de psychose postpartum. Et justement, comment ça se fait qu'on n'entend pas parler de ça, en fait ? Je pense que petit à petit, on est en train d'ouvrir une brèche dans tout un truc qui existe. Et c'est fou, encore une fois, que la médecine soit si peu portée sur la santé des femmes, en fait. Sur toutes ces choses liées à l'accouchement. Je veux dire, j'ai déjà fait un épisode sur l'accouchement et encore maintenant, je me reçois des messages de « Ah bon, je savais pas, et nanani, et nanana ». Il y a beaucoup trop de choses qui ne sont pas révélées, qu'on ne sait pas, dont on ne parle pas, parce que certes, il y a beaucoup de personnes qui ne le vivent pas. Encore une fois, la psychose postpartum, c'est quelque chose qui n'est pas, extrêmement commun, mais c'est quelque chose qui quand même a lieu dans beaucoup de cas. C'est pas quelque chose de courant. On a dit que c'est rare, mais rare, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Et dans le cas où c'est aussi dangereux, ça devrait être extrêmement connu. Ça devrait être extrêmement connu et très bien pris en charge. C'est pas parce que c'est rare, c'est déjà trop en fait. 0,2%, je sais pas quoi, machin. Et encore une fois, on sait même pas ces stats-là, je les prends avec toutes les pincettes du monde parce que comme on sait rien et qu'on s'intéresse pas du tout à la santé des femmes, forcément les stats elles peuvent être peu représentatives de la réalité. Et voilà, tout ça c'est vraiment important, quoi, parce que je me dis le savoir est vraiment pas là, quoi. Il y a vraiment des avancées à faire. Comment ça se fait que pour les femmes, on soit vraiment au niveau zéro, quoi, en termes de connaissances, alors que pour les hommes, vraiment tous les tests, il y a beaucoup de tests qui sont faits sur des maladies, la gestion de certains traitements, mais en fait c'est par rapport au corps des hommes et au cerveau masculin, il y a des hormones qui sont différentes. Donc en fait, où sont les femmes là ? Parce que là, ce cas-là, le cas de Lindsay Clancy, c'est une tragédie. C'est une tragédie absolue pour ses enfants, pour elle, pour la famille, en fait. Même le mari qui a aussi qui a beau avoir une énorme part de responsabilité, perdu ses enfants. Mais tu te dis, mais tout le monde a été... tout le monde, sauf... à mon sens, Lindsay qui a fait du mieux qu'elle pouvait jusqu'à ce qu'elle délire. Tout le monde a failli, en fait. Tout le monde est dans un déni. Et en fait, là, vraiment, la question de société, c'est jusqu'à quel point le déni de la santé mentale des mères et l'aveuglement du système médical peuvent s'avérer mortels. Parce que c'est ça, les conséquences, finalement. Bon, comme vous le savez, on se retrouve le 3 septembre à Mezzanine Pigalle pour un enregistrement live du podcast. Ça commence à partir de 19h30, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Et c'est gratuit, il suffit de venir. Bye bye les guys. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust.